Bonjour à tous, le Dealmaker Show, ça continue. On va faire avec Tom Leffenberger, on va faire un focus secteur comme à l'habitude. On va vous passer la parole. Aujourd'hui, je crois qu'on va parler healthcare. Merci beaucoup Mathieu, bonjour à tous. Donc Emmanuel et Charles, vous avez été présents du coup sur deux conférences, enfin une conférence pardon, sur la santé et la tech. Donc c'est des secteurs qui sont très en vue sur le marché, mais c'est aussi un marché qui a subi des pertes de valorisation, où il y a aussi une grosse concurrence sur les actifs recherchés. Quelle vision vous avez vous actuellement du marché? Comment ça se passe selon vous? Oui, merci Tom. Effectivement, nous, la vision, c'est qu'on voit plutôt ça comme un marché en hyper-croissance. En fait, on voit qu'aujourd'hui, le secteur de healthcare se transforme d'un secteur qui était plutôt réactif et basé sur l'hôpital. Aujourd'hui, entre la population qui vieillit, les contraintes financières, la technologie qui arrive, ça migre vers plutôt du proactif et du ce qu'on appelle le home-based. Donc c'est assez magnifique à la fois pour les investissements, pour les développements, énormément de sujets sur ce secteur. Charles, tu veux ajouter un mot? Oui, non, effectivement, la santé, ça représente une part importante de notre activité. C'est aujourd'hui 40% de nos sociétés en portefeuille qui sont dans le secteur. Et la tech, c'est diffus, je dirais, dans toutes nos sociétés de portefeuille. Il y a un aspect tech de plus en plus. Et c'est ce qui nous permet d'être plus efficace, d'être plus efficient, d'avoir des meilleures marges et finalement de délivrer un meilleur résultat pour nos sociétés de portefeuille. Juste une question, la stratégie d'investissement et les tickets que vous mettez, c'est à peu près pour qu'on se rende compte? On a une stratégie d'investissement qu'on définit en anglais comme gross buyout. Donc, c'est vraiment acquisition de parts majoritaires aux côtés d'entrepreneurs. On veut accompagner, et on veut accélérer. Donc, c'est grosse parce qu'on a un vrai focus croissance. On veut investir dans des projets qui ont un très fort potentiel de croissance. Et en majo. En majo. Gross en majo. Exactement. Et c'est généralement des deals primaires avec des entrepreneurs qui veulent s'adosser à un sponsor institutionnel. On s'occupe de tout un tas d'aspects après avec eux. On fait beaucoup de M&A. On a tous un background en M&A dans l'équipe. On s'occupe aussi des aspects de financement, de business dev, d'internationalisation. Donc très souvent, c'est des sociétés qui sont des PME nationales ou même parfois régionales qui ont envie de s'exporter à l'international et qui veulent s'adosser à un fonds de private equity international. Et vous ne parlez pas de réglementation, mais parce que j'imagine que c'est DNA quand on fait de la santé en France, d'accompagner également le portfolio sur la partie régulatory. Oui, absolument. Après, nous, on n'est pas un expert de la santé dans le sens où on n'investit pas dans des nouvelles molécules ou dans des gros projets de R&D parce qu'on n'a pas ce background-là. Nous, on prend un risque d'exécution. Donc, on va investir dans des projets de buy and build où il y a un fort aspect M&A ou internationalisation. Nous, on n'est pas des experts de la réglementation. On ne va pas généralement prendre ce risque. Et sur votre thèse d'investissement, justement, Charles, vous avez pris une participation en 2023, je crois, dans Physidia, participation majoritaire. Est-ce que justement c'est ça l'avenir de la santé et de la tech, le croisement entre ces deux secteurs en force? C'est justement de ramener en fait les technologies de l'hôpital chez les patients pour accroître leur accès aux soins. C'est le cas justement avec Physidia. Est-ce que c'est justement ce vers quoi on avance avec l'émergence du marché? Oui, absolument. Donc Physidia, ça coche beaucoup de nos cases. C'est un business qui est franco-français en fait. C'est une société angevine qui a été développée régionalement avec les talents de la région. Une équipe R&D exceptionnelle qui a réussi à mettre sur le marché un device que peu d'autres acteurs ont réussi à faire, et notamment avec très peu de ressources, très peu de capitaux. Aujourd'hui, la société, c'est 75 employés, donc ça reste une petite PME. Néanmoins, c'est par nature une société qui a dû s'exporter et qui est aujourd'hui en vente dans 18 marchés, principalement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Et dans notre roadmap, on a l'intention de l'exporter aussi aux US en fin de plan. D'accord. Sous quel horizon justement de l'accès au marché américain? Alors là, il y a une composante régulatory importante parce qu'il faut passer la FDA. Et donc ça fait partie des gros blocs de création de valeur qu'on a dans notre plan. On a encore quelques années devant nous. Je ne pense pas qu'on soit aux US d'ici demain, mais ça fait partie du plan à moyen terme. Effectivement, et puis le marché américain est souvent le game changer sur les sociétés dans la santé, donc j'imagine que c'est une cible importante. Bah, disons qu'aux États-Unis, l'hôpital n'est pas un frein, parce que l'hôpital n'a pas le même rôle en tant qu'acteur dans la santé aux États-Unis qu'en France. Bien sûr. Chez nous, ça centralise et ça peut faire peur pour un entrepreneur, peut-être en termes de rapidité d'exécution, de capacité à se mobiliser, puis surtout, encore une fois, de le contexte dans lequel ils évoluent aujourd'hui.
Vous en parliez, Emmanuel, c'est pas facile en termes de moyens. Alors qu'aux US, il y a un côté effectivement peut-être sans du tout jugement aucun, peut-être un petit peu plus business apporté à cette industrie, ce qui en fait un pilier industriel fort sur lequel peuvent s'appuyer des startups. Et peut-être pas en France. En France, on peut bosser avec des hostos quand on est des startups. On peut, mais nous, alors, on accompagne beaucoup d'entreprises qui sont justement dans la forte croissance et la transformation. Et ce que l'on voit, c'est que beaucoup d'entreprises, même françaises, lorsqu'elles veulent s'attaquer à l'Europe, ce sont des marchés fragmentés de par la régulation, alors qu'aux États-Unis, c'est un marché et c'est beaucoup plus simple. Donc on a aujourd'hui, nous, un certain nombre de structures qui nous disent, en fait, 70-80% de notre chiffre d'affaires, on le fait sur les US, ça va plus vite, il y a un marché plus important, puisque finalement, passer d'un pays à un autre en Europe, c'est pas si simple que ça. Je ne sais pas si on peut travailler avec des startups. En fait, nous, dans le cas de Fysidia, pour revenir à cet exemple-là, c'est une société qui est sur le marché avec un premier patient depuis 2013. Donc c'est une techno qui est éprouvée, ils ont un vrai savoir-faire, ils ont plus d'1 million de séances de dialyse à leur actif. Donc c'est plus une start-up en fait, c'est vraiment une société, une PME mature sur son marché, leader sur son marché, et donc avec une vraie crédibilité quand ils parlent à des régulateurs. Et il y a eu déjà des échanges avec le FDA par exemple, et c'est des échanges qui sont crédibles et une boîte mature, quoi. Et justement, un des aspects aussi pour continuer à tirer la santé vers l'euro et atteindre ce dont parlait Mathieu, la financiarisation de la santé aussi par les fonds d'investissement, il y a l'intelligence artificielle qui est très active et qui est encore une fois à la croisée entre la santé et la tech. Pour vous, Emmanuel, quelle vision vous en avez et dans quelle mesure ça peut accompagner ce mouvement? En fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de devenir home-base. En fait, il y a un besoin d'interopérabilité entre les différents services. Et la tech et la data permet ça aujourd'hui. Donc on voit, il y a à la fois le fait de pouvoir faire cette médicalisation, hospitalisation à domicile, ce qu'on appelle en France le MAD, HAD. Et puis il y a également il y a des sujets aujourd'hui d'interprétation. Nous on le voit, on accompagne des sujets sur la radiologie. Donc ça permet de libérer en fait du temps aux professionnels de santé et ce qui fait qu'eux ils peuvent finalement faire plus de practice de leur activité. On l'a sur la médecine classique, on l'a sur la biologie également. Donc on accompagne en fait tous ces groupes et la technologie en fait les aide à faire plus, souvent, plus vite. En fait la technologie a permis de réduire les distances et l'aspect temps. Et Charles, justement, vous dans le rôle des fonds au soutien de ces entreprises pour adopter l'IA et faire en sorte de continuer à croître dans leur évolution? Il y a les natives IA et celles qui ne sont pas natives IA. Bien sûr. Oui, nous, aujourd'hui, alors, on n'investit pas que dans la santé. Il y a des secteurs où l'IA vraiment peut avoir un potentiel vraiment très très important. Notamment, on a 2 sociétés qui sont dans le monde de l'assurance. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais là, il y a vraiment un potentiel de l'IA qui est très très important. Après, dans la santé, nous, ce qu'on voit, et c'est notamment dans nos investissements dans les sociétés de services, c'est ce que disait Emmanuel, c'est plutôt un accélérateur et un outil qu'on utilise pour augmenter la productivité. En fait, c'est pas forcément quelque chose qui va totalement transformer un business, mais on va être plus productif, on va redonner des heures aux professionnels de la santé pour qu'ils se focalisent sur les patients et pas sur les tâches d'admin qui peuvent être faites par de l'IA. Il y a une façon également de voir le marché par rapport à vos 2 expertises qui nous donnerait, je pense, en croisant pas mal d'informations sur où on se situe aujourd'hui. Côté donc Valtus, vous positionnez les bons dirigeants aux bons endroits, que ce soit dans l'urgence ou pour des missions, on va dire, stratégiques, temporaires. Quelles aujourd'hui sont les demandes en termes de compétences qu'on vous demande, Emmanuel? Vous me disiez que vous en aviez par-dessus la tête de missions en ce moment et c'est tant mieux. Les vraies compétences recherchées aujourd'hui dans le healthcare, quelles sont-elles? Si on devait en avoir 2-3. Alors je pense que oui, aujourd'hui le monde a effectivement changé, donc il est toujours financiarisé. Je pense qu'on demande plus de précision. On demande la rentabilité plus rapidement, donc il faut une visibilité financière encore plus précise qu'avant. Donc ce qu'on nous demande en premier, c'est de structurer la fonction finance. Donc c'est 1/3 de la demande aujourd'hui. Et donc ça, c'est clé, parce que finalement, on a souvent en fait ces sociétés qui demandent des investissements assez massifs, et il faut de l'adoption, il faut du volume, il y a la technologie à mettre en place, il faut en fait des plans de trésorerie très costauds. Ça, c'est la première des demandes.
La deuxième demande, c'est la direction générale. Donc, parce que qui dit forte croissance, finalement, ce ne sont pas forcément les mêmes profils qui peuvent amener une société de 1 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, de 50 à 500. Typiquement, là, ce dont vous parlez, parce que quand on dit direction générale, il faut qualifier. Là, on est sur un CEO bâtisseur qui vient au soutien d'une équipe plutôt justement de sachants, j'imagine. Oui, on a beaucoup de configurations, mais aujourd'hui, par exemple, si on prend les cas concrets, on a des missions dans la radiologie, dans la biologie, dans les EHPAD, dans les vétérinaires, et on a en fait besoin d'avoir des CEO qui sont costauds, visionnaires et qui peuvent structurer. Donc il faut maintenant opérer en ce qu'on demande, c'est la rentabilité. Donc il y a eu toute une phase où il y avait de la projection. Maintenant, on dit, OK, maintenant on veut de la rentabilité et on veut l'avoir rapidement. Donc ce sont des gens qui sont très opérationnels. Troisième sont la partie experts. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas être sur ces secteurs sans avoir des spécialistes du réglementaire, des fois des spécialistes techniques en IA, etc. Donc on vient compléter des dispositifs et là, c'est effectivement pour certaines sociétés, c'est crucial. Si vous êtes dans le dispositif médical et que vous n'avez pas les bons experts de ce domaine en interne, vous risquez gros. Donc aujourd'hui, c'est l'équipe qui fait réussir. Les fonds demandent la performance financière. Pour la performance financière, il faut la performance opérationnelle, il faut les hommes. Nous, on apporte les hommes. Donc DAF, DG, expertise, ça c'est côté people. Et vous, Charles Nantois, vous êtes MD au sein de Colombia Capital. En tant qu'investisseur, sur l'inbound, là, en termes de dossiers, les trucs qui viennent à vous en ce moment, est-ce que le marché, il y a un move sur une certaine partie du healthcare? Est-ce qu'il y a un move sur une certaine direction? Est-ce que la tech baisse au profit du bio? Voilà. Ouais, je pense que de façon générale, en santé, il y a énormément d'activités et je ne vois pas vraiment de signe de ralentissement du tout. D'ailleurs, il y a des fonds qui se lèvent tous les mois qui couvrent le secteur, des spécialistes. Donc, c'est un secteur qui reste très dynamique. Après, il y a différentes verticales. Il y a eu c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des sous-segments dans la santé qui ont attiré beaucoup de fonds de private equity. On pense par exemple aux cliniques radiologie ou les vétérinaires ou le secteur dentaire. Il y a eu du coup quelques années un peu les labos d'exubérance, voilà. Les pharmacies en ce moment. Exactement. Voilà. Et donc il y a des phases où les fonds de private equity se focalisent sur ces segments-là. Il y a du coup beaucoup de compétition, les valorisations augmentent, etc. Et moi, ma conviction, c'est qu'à la fin, tous ces secteurs-là sont très attractifs et c'est la raison pour laquelle ils attirent autant d'investisseurs. L'idée, c'est d'essayer de ne pas y aller quand il y a 10 autres fonds de private equity. Allez, Charles Nantois, vous nous donnez la recette secrète. Crystal Ball, la prochaine catégorie build-up en santé. L'acteur qui n'est pas encore consolidé et sur lequel il faut aller. Allez, il faut nous le dire. Si j'avais la réponse... Mais une idée peut-être. Non, nous on regarde par exemple des thèses de comment s'exposer en fait au marché de la medtech, aux tendances de la medtech, sans nécessairement faire un pari ou un investissement sur une thérapie en particulier. Donc il y a des thèses intéressantes qu'on est en train de creuser, notamment sur l'aspect formation de professionnels de la santé. Il y a un vrai besoin, une vraie demande. Un vrai problème à résoudre et il y a potentiellement quelque chose à faire dans ce secteur-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est du service, c'est du B2B. C'est du B2B, c'est les mêmes tendances que le secteur de la santé puisque le end market, c'est bien la santé, mais on ne prend pas un risque régulatory, on ne prend pas un risque sur une thérapie en particulier, on ne prend pas vraiment un risque de pénétration d'un marché comme les US qui peut être compliqué. Donc c'est ce genre de choses qu'on regarde. Merci beaucoup pour vos insights, merci Tom beaucoup pour vos questions. On vous retrouve dans un instant sur Be Smart for Change pour la suite de vos programmes.